Voilà, mesdames, messieurs, chers clients, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire sur nos perspectives économiques et de marché à l'aube du début du troisième trimestre. Aujourd'hui, comme à chaque fois, je suis accompagné de notre Chief Investment Officer, Monsieur Daniel Varela. Bonjour Daniel. Bonjour Ali, bonjour à tous les participants à ce webinaire. Bonjour à tous. Et nous allons pouvoir faire le point après un premier trimestre mouvementé. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, un rappel qu'on aime vous faire. Chez Piggy Galland, notre métier, c'est la gestion de patrimoine et vraiment notre mission, c'est aligner votre patrimoine à vos projets de vie. Et comment on le fait? On le fait à travers l'approche globale et les solutions patrimoniales qu'on vous met à disposition, les solutions de financement et bien évidemment les solutions d'investissement qui est le sujet du jour. Je pense que dans le contexte dans lequel on est, vous devez avoir toutes et tous beaucoup de questions. Donc, vous pouvez, comme à chaque fois, vous connaissez maintenant tous, poser vos questions par chat de manière anonyme. Donc, elles apparaîtront ici sur mon écran et on tâchera dans la mesure du possible et du temps que nous avons d'y répondre à la fin. Alors Daniel, la première question, c'est par rapport au contexte dans lequel on est. Le 18 janvier, c'était le début de l'année, et nous avions fait donc, le webinaire précédent où nous avions parlé d'une poursuite de la reprise. On s'était dit, OK, le début d'année mouvementé, est-ce qu'il va donner le ton pour 2022? Et puis, entre deux, il s'est passé beaucoup de choses. Alors malheureusement, le contexte de la guerre en Ukraine, qui est un drame humain. Mais à côté de ça, on a aussi eu le contexte d'inflation, la hausse des taux, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup parlé du pétrole. On a les marchés financiers qui ont fait entre moins 20 quasiment pour le Nasdaq à moins 18%, alors qu'ils sont bien remontés depuis. L'or qui a fait plus 12%, qui est redescendu à plus 6% depuis, donc si on prend depuis le début de l'année. Donc du coup, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est au niveau du cycle économique? Alors le cycle économique, comme tu l'as dit Ali, c'est vrai qu'en début d'année, on s'attendait à un cycle économique qui allait se prolonger, mais effectivement, pas mal d'incertitudes provoquées notamment par des problèmes qui n'étaient pas encore résolus Mhm. au niveau et des problèmes qui avaient germé durant la crise du Covid. Alors c'est vrai que c'est un métier qui est pas forcément de tout repos, hein, puisque effectivement on enchaîne, à peine sorti d'une crise, on enchaîne sur une nouvelle crise. Fut un temps où les crises s'enchaînaient tous les 5 ou tous les 10 ans. Là, effectivement, en l'espace de 24 mois, on a deux crises qui s'enchaînent, Mhm. avec, comme tu le faisais remarquer, un côté humain qui est vraiment très difficile dans la crise ukrainienne, qui nous concerne à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que l'apparition de cette crise ukrainienne et de la guerre, c'est forcément une menace que l'on doit considérer pour le cycle économique. Alors, ce n'est pas forcément une menace létale qui met définitivement fin à ce cycle économique, D'accord. mais c'est quelque chose qu'on va regarder dans les prochaines pages. Alors, là où effectivement la menace est assez importante, c'est que autant les belligérants, donc les deux pays concernés par cette crise ukrainienne, ont un poids relativement limité à l'échelle du PIB mondial, autant l'impact provoqué par l'importance que ces deux pays représentent en termes d'approvisionnement de ressources naturelles, Oui. ça c'est quelque chose que l'on doit suivre et forcément ça peut avoir un impact relativement important. Mhm. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on sortait effectivement d'une crise sanitaire qui avait, en raison du coup d'accordéon qui avait été provoqué par le fait de fermer totalement l'économie mondiale et de la réouvrir quelques mois après, ça avait provoqué énormément de goulets d'étranglement tout au long de la chaîne d'approvisionnement. On a eu l'occasion de le commenter, notamment dans le cadre du webinaire précédent, à savoir que cette rouverture économique, eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas assez de stock, il n'y avait pas assez d'inventaire, il n'y avait pas assez de production, et il n'y avait sans doute pas assez de bateaux pour acheminer les produits à destination. Et D'accord. puis, dans les ports, il n'y avait pas assez de main-d'œuvre pour décharger les bateaux. Donc, tous ces goulets d'étranglement ont provoqué effectivement de gros soucis au niveau des chaînes d'approvisionnement et puis des tensions au niveau des prix des biens et des services. Donc, en un seul mot,
un souci d'inflation. Donc ça, c'est vraiment cette guerre vient rajouter une complexité à ce problème qui n'était pas donc ce problème de chaîne d'approvisionnement qui n'était pas totalement rétabli. Ouais. Et là où on voit ces problèmes, c'est surtout sur certaines ressources naturelles où la Russie et l'Ukraine ont un poids prépondérant. Alors forcément, quand on parle de la Russie, on pense beaucoup aux produits énergétiques et on voit à quel point le gaz naturel, c'est quasiment 17% de la production mondiale qui provient de la Russie. On sait que le pétrole, c'est également un grand producteur avec plus de 10% de la production mondiale qui vient de la Russie. Mais c'est vrai qu'il y a bon nombre de ressources naturelles où on a une dépendance assez forte à l'égard de ces deux pays. On voit notamment que tout ce qui est engrais, fertilisants, proviennent largement de ces pays. Et puis, là aussi, un poids disproportionné, on va dire, par rapport à la taille de ces deux pays, c'est tout ce qui est denrées alimentaires. On Ouais. a quand même énormément de céréales, notamment le blé, qui provient de ces deux pays. Alors, des pays développés, c'est vrai qu'on a une très grande dépendance en termes de livraison de produits énergétiques, mais on va dire qu'on est quasiment autosuffisant sur tout ce qui est production de denrées alimentaires. Donc une dépendance un peu moins forte à ce niveau-là. Les pays plus pauvres, il y a une dépendance à tous les niveaux, c'est-à-dire une dépendance au niveau des produits énergétiques, au niveau des denrées alimentaires, au Ouais. niveau d'autres ressources naturelles. Et là, probablement que on s'achemine vers les mois beaucoup plus difficiles pour les pays plus pauvres, on va dire. Parmi les risques principaux qui sont occasionnés par cette guerre en Ukraine, il y a quelque chose qu'il faut surveiller de très très près, c'est le prix du pétrole. Pourquoi le prix du pétrole? Parce que on sait très bien que à partir d'un certain niveau, eh bien, ça détruit de la demande. Mais ça a un impact également récessionniste, Ouais. c'est-à-dire que ça ralentit de manière assez naturelle l'activité économique parce que forcément, tout ce que l'on dépense dans des produits énergétiques et notamment le pétrole qui devient beaucoup plus cher, eh bien, il faut faire des arbitrages sur d'autres biens, sur d'autres services. Donc, ça impacte la demande des ménages, ça impacte également la demande des entreprises. Et on sait que, voilà, il y a un certain niveau, difficile à déterminer à partir de quel niveau Ouais. À exactement, partir de quel prix ça pose problème? Ouais. à partir de quel prix ça pose problème. Mais on sait on imagine que, et on le voit dans l'histoire, hein, donc ici c'est le prix du pétrole déflaté de l'inflation, on voit que durant les 2 derniers épisodes où le pétrole a été cher, ça n'a pas manqué, il y a eu un ralentissement important qui a suivi, voire même une récession à l'échelle mondiale. Donc on va suivre effectivement ce niveau-là. On est aujourd'hui à des niveaux qui sont encore OK, hein, donc là, le prix du pétrole sur ce graphique qui a été arrêté à la fin de la semaine dernière, on était aux alentours de 115 $ le baril. Aujourd'hui, on est plutôt entre 100 et 110. On va dire que c'est des niveaux acceptables. Si je peux me permettre l'expression, j'aurais tendance à dire qu'à partir de 150 $ le baril, c'est chaud, ça commence à devenir chaud. Ouais. Et à partir de 200 $ le baril, c'est cuit. Ou en tout cas, il faudra commencer vraiment à s'inquiéter pour la santé de l'économie mondiale à partir de ces niveaux-là. Du coup, dans le contexte dans lequel on est, alors tu viens de mentionner le prix du baril qui est à surveiller, mais qu'on n'estime pas encore à des niveaux qui poseraient un problème profond, on va dire ça comme ça, hein, bien sûr qu'il y a une augmentation importante. On est dans un contexte quand même anxiogène. On n'a pas du pétrole, on a aussi vu d'autres matières premières, comme tu l'as évoqué, dont le prix est monté. Du coup, en termes d'impact sur la consommation, en termes d'impact sur l'emploi, donc sur l'économie réelle, comme on dit, avant de parler des marchés, on va y venir aussi, hein, mais emploi, consommation, quel est l'impact à ce stade? Alors, c'est vrai que on doit partir de l'hypothèse, c'est l'hypothèse que l'on fait, qu'à un moment donné, on va aller vers un cessez-le-feu. Alors, on est plutôt partisan de dire que c'est une question de semaines, plus que de mois, mais c'est vrai qu'on n'a pas cette certitude-là. Et plus la guerre dure,
plus l'impact économique est important et c'est beaucoup quelque chose qui se transmet au niveau de la confiance. Ouais. Il y a eu un choc de confiance assez important, surtout en Europe, qui sommes concernés en raison de la proximité du conflit, qui ne sommes concernés au premier plan. Mais c'est vrai que la confiance a tendance plutôt à revenir au fur et à mesure que le conflit s'installe dans la durée, où il n'y a pas d'escalade supplémentaire. Mais à un moment donné, effectivement, l'hypothèse que nous faisons, c'est qu'il y aura une désescalade, un cessez-le-feu et probablement une issue diplomatique à ce conflit-là. Dans l'intervalle, c'est vrai que l'impact, il peut être important au travers justement de la confiance des ménages et de la confiance des entreprises. Fort heureusement, on est dans une situation plutôt porteuse au niveau de l'économie. Si on revient quelques mois en arrière, en début d'année, on disait l'économie a été extrêmement forte en 2021, ça va se tasser en 2022, mais on devrait quand même avoir une croissance de l'ordre de 4%, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, ce qui reste des niveaux de croissance très solides. Et tout ceci était porté par voilà, des indicateurs, notamment au niveau du taux de chômage, qui avait fortement reculé. On est quasiment retourné au plein emploi dans bon nombre de pays développés. On le voit aux États-Unis, c'est le cas au Royaume-Uni, c'est également le cas dans la plupart des pays européens. Et parfois, ça s'accompagne également de hausses de salaire. Donc, on a plutôt un contexte assez favorable pour les ménages qui permet éventuellement de faire face effectivement à cette remontée des craintes liées à la géopolitique à l'heure actuelle. Donc plutôt des ménages qui rentrent dans cette crise géopolitique plutôt avec de bons atouts. Donc on parlait du chômage, on est plutôt dans une situation de plein emploi, des salaires qui se comportent bien, voire même qui progressent, et il ne faut pas l'oublier, une épargne qui est assez élevée. Après 2 ans de Covid. Après 2 ans de Covid, les ménages n'ont pas forcément eu l'occasion de dépenser toute leur épargne et il y a des niveaux d'épargne qui sont relativement importants. Alors justement, cette épargne relativement élevée et ces conditions plutôt porteuses en ce qui concerne la santé des ménages, eh bien forcément, c'est quelque chose qui soutient la consommation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la consommation reste plutôt bien orientée aux États-Unis. Alors on peut dire effectivement que les États-Unis, contrairement à l'Europe, la zone de conflit est assez lointaine. C'est dans les médias, bien entendu, mais ce n'est pas quelque chose qui ébranle énormément la confiance. Ce qui ébranle la confiance à l'heure actuelle aux États-Unis, c'est plutôt l'impact indirect du conflit ukrainien au travers des prix de l'essence. Les prix de l'essence ont passablement augmenté aux États-Unis, comme en Europe, mais là, c'est clair que c'est quelque chose qui a tendance à pénaliser la consommation. Pour autant, ce que l'on constate, c'est que les ménages sortaient effectivement de cette période de COVID avec la volonté de renouer avec la vie d'avant et de consommer beaucoup plus en termes de services. Et ce que l'on constate sur ces sondages, c'est que cette propension à dépenser n'a pas été ébranlée par le conflit. On voit, c'est des sondages qui sont faits auprès des ménages américains à différentes périodes. Donc, ça a commencé en mai 2020, juste après le premier confinement. Ça s'est étalé sur les différents mois. On constate qu'en décembre 2021, le petit trait vert, on a eu une petite secousse, donc un petit recul sur la volonté de dépenser en restaurant, en sortie de shopping, en voyage, en sortie au cinéma, au musée ou au théâtre. C'était provoqué effectivement par la résurgence de l'épidémie au travers du virus Omicron, du variant Omicron. Mais on constate que la dernière mesure qui a été effectuée au mois de mars, alors même que le conflit avait déjà éclaté, repart à la hausse. Donc on a quand même des ménages qui ne sont pas trop affectés par la situation géopolitique et sont plutôt toujours désireux de renouer avec la vie d'avant, en tout cas en ce qui concerne les dépenses liées à des activités de service. Alors en Europe, là, la proximité par rapport au conflit, elle est beaucoup plus faible. On a des ménages qui se sentent beaucoup plus concernés et des entreprises probablement qui se sentent beaucoup plus concernées par rapport aux risques géopolitiques que pourrait éventuellement provoquer une escalade supplémentaire
au niveau du conflit, voire même un conflit qui sortirait des frontières ukrainiennes. On parle également souvent de la menace que constituerait un robinet du gaz russe qui se fermerait, Mhm. soit par la volonté russe, soit par le biais de sanctions décidées par les Européens, et qui clairement aurait des impacts indéniables sur la confiance en Europe, parce qu'on n'aurait pas sur le court terme ni sur le moyen terme de solution de remplacement pour le gaz russe. Donc ça passerait forcément par des rationnements, et notamment au niveau de l'industrie, et notamment en Allemagne. Donc cet impact sur la confiance, aussi bien au niveau des ménages Ouais. et des entreprises, c'est quelque chose qui est plus durable. Et il faudra vraiment qu'on assiste à une désescalade pour voir la confiance renouer avec les niveaux précédents, la crise ukrainienne. Donc, ce à quoi on assiste, c'est que les gouvernements souhaitent prendre des mesures pour essayer d'atténuer l'impact que l'on peut avoir en termes de recul de la consommation et des investissements des entreprises. Donc, quelque part, on a une poursuite cette fameuse mesure quoi qu'il en coûte, Ouais. qui a été un slogan qui a été utilisé par le président Emmanuel Macron, bien entendu. Et ça se fait un petit peu par une prise de relais par rapport à des banques centrales qui vont beaucoup moins pouvoir soutenir l'économie dans les prochains mois. On y reviendra un petit peu plus tard dans la présentation. Mais c'est vrai que si on se replace en début d'année, on s'attendait plutôt à un recul des déficits Ouais. avec des gouvernements qui allaient profiter du retour de la croissance pour remettre de l'ordre dans les finances. Mhm. Alors clairement, là, c'est quelque chose qui a changé du tout au tout avec l'éclatement de la guerre en Ukraine. On voit sur le graphique de droite que par rapport à la situation avant-guerre, on creuse encore plus les déficits. Donc, le quoi qu'il en coûte est prolongé et ça va avoir un impact indéniable sur les finances des gouvernements, donc avec des déficits qui se prolongent. Dans l'idéal, effectivement, en admettant qu'on a une désescalade d'ici à la fin de l'année, forcément, ces déficits vont se combler Ouais. l'année prochaine et l'année suivante. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on a des gouvernements qui continuent d'aligner, on va dire, les chèques pour essayer d'éviter que cette crise, cette guerre, notamment au travers de la flambée des cours Ouais. des produits énergétiques, pèse trop sur le moral des consommateurs et notamment au niveau des bas revenus. Et du coup, en Suisse, chez nous, quel est l'impact? Alors la Suisse est très dépendante forcément, de par sa situation géographique, de la santé de l'économie européenne. Euh, Elle est dépendante également du gaz russe. Donc Oui. c'est clair que si on venait à avoir un souci d'approvisionnement en termes de gaz en Suisse, on aurait là aussi des répercussions indéniables sur l'économie suisse. Mais pour l'instant, c'est vrai que ce à quoi on assiste, c'est une certaine résilience toujours de l'économie helvétique. On l'a vu dans la crise précédente, on l'a vu en gros quasiment durant toutes les crises qui sont apparues sur les 20 dernières années. On a Ouais. une économie helvétique qui est très résiliente et qui arrive à faire face aux différentes crises et aux différents chocs conjoncturels. C'est encore le cas aujourd'hui, on le voit sur la mesure qui est faite par Bloomberg. Donc, c'est un modèle un modèle prédictif qui, dans le contexte actuel, qui mesure la probabilité d'avoir une récession dans les 12 prochains mois en Suisse. Et on constate que malgré cette guerre en Ukraine, la probabilité d'une récession en Suisse n'a pas fortement augmenté. On est à une probabilité de 20%, donc c'est encore, on va dire, relativement bas, avec encore l'économie suisse qui garde effectivement ces atouts et cette capacité à se montrer résiliente durant des périodes de crise. Donc, pas d'inquiétude particulière supplémentaire aujourd'hui pour la Suisse, si j'ai bien compris. On a beaucoup parlé de l'Occident, et c'est clair, ces derniers temps, on a aussi beaucoup entendu parler de la Chine. Difficile à dire si c'est un allié ou un ennemi de la Russie dans ce contexte, et du coup, l'inverse.
pour le reste de la planète, j'ai envie de dire. Du coup, est-ce que la Chine va nous apporter un risque supplémentaire? Est-ce qu'elle va nous apporter une solution? Est-ce que tu peux nous en dire? Alors c'est vrai que ce qu'il faudra suivre et surveiller de, en raison de cette alliance entre la Chine et la Russie et le fait que l'invasion ukrainienne n'a pas été condamnée formellement par la Chine, Mhm. c'est le potentiel d'avoir à un moment donné éventuellement des sanctions secondaires qui s'appliqueraient à des pays qui continuent de faire commerce Ouais, avec la Russie. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre, mais dans notre scénario privilégié qui conduit à une désescalade d'ici quelques semaines ou au pire d'ici quelques mois, probablement que c'est un risque qui aurait tendance à se résorber euh, en parallèle ouais, avec cette désescalade. Mais c'est vrai que c'est un risque qu'on ne peut pas encore écarter aujourd'hui. C'est vrai que la Chine, ces derniers temps, ça a plutôt été un pays qu'il fallait plutôt caser dans la colonne des risques. On l'a ouais, bien vu l'année dernière au niveau du durcissement des processus réglementaires, donc des, le tour de vis réglementaire plutôt qui a été donné par le gouvernement chinois, c'est quelque chose qui a passablement impacté la, la bourse chinoise l'année dernière. Et puis, bien entendu, on a eu à un moment donné quelques craintes sur le secteur immobilier, sur le secteur de la construction, qui a un poids relativement important à l'échelle du PIB chinois. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, effectivement, a donné quelques sueurs froides aux investisseurs l'année dernière. Euh, Aujourd'hui, et si on exclut effectivement ce risque géopolitique lié à des sanctions secondaires, le risque, il est plutôt au niveau économique. C'est vrai que la d'accord. politique de Covid-0 qui avait été Mhm. adoptée dès le début de la crise sanitaire par le gouvernement chinois, on voit bien que la Chine a du mal à s'extraire de cette crise sanitaire en raison de cette politique de On a Covid-0. vu des reconfinements justement en Chine, etc. Absolument. Ouais, ouais, La population est mal protégée, tout ouais. simplement parce que le virus ne s'est pas diffusé, n'a pas circulé Mhm. au sein de la population. On a des vaccins chinois qui visiblement offrent une moins bonne protection Ouais. que les vaccins auxquels on a eu droit dans les pays occidentaux. Donc c'est vrai que la Chine est condamnée à perpétuer encore cette politique de Covid-0, Ouais. quitte effectivement à procéder à des confinements importants, notamment en ce moment dans la zone économiquement importante de Shanghai. Donc forcément, il y a des impacts économiques à attendre de manière récurrente. Par contre, ce qui a changé, c'est que on a un gouvernement chinois qui est beaucoup plus à la relance aujourd'hui. Alors, on l'a déjà commenté hein, ces derniers mois. Le gouvernement chinois essaye de faire une gestion fine de son économie Ouais. en faisant, quand c'est nécessaire, un peu de relance et puis quand l'économie a une croissance un peu trop forte, pour éviter que ça conduise à de trop grands déséquilibres, notamment dans le secteur de l'immobilier, eh bien, le gouvernement chinois a tendance à ralentir la croissance lorsqu'elle est trop forte. Et on le voit assez bien sur ce graphique où on a des phases en fait de désendettement qui est piloté par le gouvernement chinois Ouais. en forçant une politique d'octroi de crédit moins favorable. Mhm. Et lorsque c'est nécessaire de relancer la machine, eh bien, on assouplit la politique monétaire et la politique d'octroi de crédit pour effectivement relancer la machine économique. Et on est à un stade où après toute une période, notamment une bonne partie de l'année 2021, où on a plutôt refermé le robinet du crédit Ouais. euh, au point de occasionner quelques tensions, notamment au niveau du secteur immobilier et de la construction, on a atteint un point en ce début d'année où on est plutôt dans une situation de nouvelle détente. On dessert le robinet du crédit, on fait de la relance. Et ce qu'il faut signaler, c'est que ça intervient à un moment, et on le verra tout à l'heure, où la Chine, en termes de politique monétaire, est un peu à contre-courant de ce que font la plupart des pays développés et la plupart des grandes économies de ce monde. Donc, tu disais à l'instant, hein, par rapport à ce que font les grandes économies de ce monde, on avait dit au début de l'année que la Banque centrale américaine, la Fed,
allait être la première à agir. Donc, quelles actions vont pouvoir maintenant entreprendre les banques centrales dans ce contexte-là? Est-ce que c'est le bon moment maintenant de monter les taux? Est-ce que c'est toujours le cas? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire face à la situation dans laquelle on est? Alors, c'est vrai que les défis sont importants au niveau des grandes banques centrales. On l'avait déjà mentionné lors du dernier webinaire, il y a un souci principal, et on y reviendra tout à l'heure, c'est l'inflation qui a dérapé. Ouais. Et donc, une des missions des banques centrales, c'est de contrôler le dérapage de l'inflation. Donc forcément, elles débutaient cette année 2021 avec ce souci-là, avec aussi la volonté de normaliser leur politique monétaire qui avait été très accommodante, Ouais. très longtemps, Mhm. durant toute cette période de crise sanitaire. Donc il fallait commencer à normaliser. Et puis, un autre objectif, effectivement, c'est d'essayer de se redonner un petit peu de marge de manœuvre, c'est-à-dire remettre un peu de coussin, remonter un petit peu les taux d'intérêt Ouais. en vue de pouvoir les rebaisser à un moment donné Mhm. si l'économie ralentit de manière un peu trop forte. Il faut Et essayer de la puis, marge pour les interventions futures, en résumé, hein. exactement. Ouais. Et le but, toujours pour les banques centrales, c'est effectivement de lutter contre l'inflation, mais d'essayer toujours de viser une sorte d'atterrissage en douceur, Mhm. euh, en évitant de casser trop la dynamique économique, en voulant lutter contre l'inflation. Donc ça, c'est quelque chose que les banques centrales visent, mais qui est parfois difficile à atteindre. Donc ça va être effectivement les grands défis qui se posent face aux banques centrales. Tu l'as mentionné, donc les banques anglo-saxonnes, hein, la Fed, la première effectivement, a commencé à monter ses taux, le Royaume-Uni c'est pareil, Ouais. et on est sur une trajectoire ascendante au Mhm. niveau de Mhm. ces banques centrales, avec la volonté effectivement maintenant de juguler l'inflation et de reconstituer ce coussin au niveau des taux courts. Les banques européennes, ça va être plus compliqué. Banque centrale européenne, notamment la Banque centrale européenne depuis Francfort, aura quand même du mal à être aussi agressive Ouais. que la Banque centrale américaine, tout simplement parce qu'il y a cette proximité par rapport au conflit. Donc il y a des hausses de taux qui sont prévues. Plutôt vers la fin de cette année, il y aura un certain retard par rapport à la Réserve fédérale et on peut imaginer que la Banque nationale suisse aura encore un peu plus de retard par rapport à la Banque centrale européenne. On n'a pas le même contexte d'inflation et il y a toujours cette volonté de ne pas aller plus vite que la Banque centrale européenne pour éviter que le franc suisse soit trop fort. Bien sûr, ouais. Et que du coup, ça pose des problèmes dans l'autre sens, effectivement. Cette fameuse inflation, on en parle depuis longtemps, hein. Alors, on peut dire qu'on en parle depuis longtemps, mais elle était atone en Suisse, hein, sur 10-12 dernières années, on peut dire. Depuis la crise de 2008, on en parle maintenant beaucoup. Elle a fait un bond assez spectaculaire depuis le début de l'année. Donc, et puis, tu viens de dire donc, que les banques centrales, elles, ne vont pas pour le moment avoir une politique extrêmement agressive. On s'essaie de la marge pour le futur. Donc, les banques centrales ne vont pas forcément intervenir de manière massive. L'inflation, elle, elle est montée de manière très forte. Du coup, est-ce qu'on est bien arrivé au sommet de l'inflation? C'est pour ça qu'il n'y a pas plus d'intervention. Ou est-ce qu'au contraire, cette inflation, elle, va commencer à peser sur l'économie? Alors, c'est bien entendu la principale euh, inquiétude aujourd'hui pour les banques centrales. Et je dois dire que ça fait déjà quelque temps que nous, on s'inquiète de ce dérapage de l'inflation. Alors, avec cette hausse, on comprend, effectivement, hein. Et je dois dire que nous-mêmes, on est surpris par cette forte hausse Mhm. de l'inflation. Euh, et c'est vrai que c'est un changement radical par rapport au contexte dans lequel on évoluait depuis 2008, mais on le voit hein, sur ce graphique, même bien avant Mhm. 2008, ça fait quasiment une trentaine d'années que l'on s'est habitué à un contexte d'inflation vraiment euh, très faible, Ouais. vraiment maîtrisé. Et c'est vrai que ce dérapage est d'autant plus surprenant et d'autant plus marquant. Alors c'est vrai que, euh, on l'avait dit lors du dernier webinaire, le contexte se prêtait pas forcément à un ralentissement rapide de l'inflation. Euh, à- et a fortiori, ce qui se passe depuis l'éclatement de la guerre va prolonger encore cet épisode de dérapage de l'inflation. Il y Ouais. aura un moment à partir duquel, effectivement, l'inflation va commencer à se tasser, va commencer à ralentir par un simple effet de base. Hein. Donc, quand on mesure sur une année coulissante, à un Ouais. moment donné, eh bien,
à moins que ça continue de progresser toujours plus fort, toujours plus vite, à un moment donné, ça commence à se tasser. On imaginait que le sommet de l'inflation dans les pays développés allait se dessiner sur le premier semestre de l'année. Probablement que les impacts et les répercussions de la guerre en Ukraine vont faire que ce sommet de l'inflation, il va être un peu décalé, Ouais. probablement plutôt durant le deuxième semestre de l'année. Alors, on le voit ici, l'inflation européenne a fortement dérapé et on n'a pas encore la dernière mesure sur ce graphique euh, qui a été imprimé, donc qui a été saisi en fin de semaine dernière. Depuis, on a encore eu la dernière mesure pour le mois de février, et là, l'inflation est encore plus élevée. On est Ouais. au-delà de 7% en Europe. On voit à quel point ce dérapage est important. Donc, un sommet de l'inflation qui serait plutôt atteint dans le courant du deuxième semestre. Ce qui est important à dire, c'est que l'inflation aujourd'hui, elle est quasiment tout aussi élevée aux États-Unis qu'en Europe, ce qui Mhm. pour nous était une surprise parce qu'on voyait plutôt un contexte américain plus tendu, notamment en raison de la hausse des salaires. On continue de rester un peu plus serein sur l'inflation européenne par rapport à l'inflation américaine, tout simplement parce que le marché de l'emploi, même si on est retourné à des niveaux de chômage assez bas, Ouais. le marché de l'emploi est moins tendu en Europe qu'aux États-Unis. On le voit sur cet indicateur qui, donc pour l'Allemagne et pour les États-Unis, mesure, liste le nombre d'offres d'emploi existantes pour chaque demandeur d'emploi. Ok. Et ce que l'on constate, c'est que, en gros, en Allemagne, alors que c'est un pays où le taux de chômage est relativement bas dans la zone euro, pour chaque demandeur d'emploi, on a en gros 0,40 postes de travail. Donc, si on lit dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il y a une offre pour deux travailleurs. Exactement. Donc il y a quand même voilà, un marché plutôt détendu, surtout par rapport aux États-Unis, où là, pour chaque demandeur d'emploi qui cherche un travail, Mhm. il y a deux offres d'emploi disponibles. Donc là, on voit que le demandeur d'emploi, il est aux États-Unis, il est plutôt dans une situation favorable, Ouais. dans une situation de force qui lui permet éventuellement de négocier son salaire d'entrée. On voit que là, Ouais. clairement, ce marché de l'emploi tendu aux États-Unis attise une hausse des salaires. Hein, sur les dernières mesures, les salaires sur une année ont progressé de quasiment 6%. Mhm. C'est conséquent. Pourquoi c'est un problème? C'est que ça peut provoquer des effets de second tour et une spirale qui s'auto-entretient entre les salaires et les hausses de prix, à savoir que le panier de la ménagère monte, Ouais. mais si le salaire monte, ça nous permet de continuer à dépenser sans avoir besoin de faire des arbitrages. Et donc, Le cycle s'entretient, ouais. le cycle s'auto-entretient. Et donc, ça justifie le fait que la Réserve fédérale américaine est en Mhm. avance sur la Banque centrale européenne et Ouais. sans doute qu'elle est assez inquiète de ces développements, alors qu'il y a une année, il y a 2 ans, la Réserve fédérale, comme toutes les autres banques centrales au monde, insistait sur le fait qu'elle considérait que ce dérapage de l'inflation était très temporaire. C'est sans doute moins temporaire que ce qu'elle avait prévu, et ça pointe également sur le fait qu'elle va continuer de monter ses taux sur les prochains mois, voire même elle va accélérer la cadence. Effectivement, hein, dans ce contexte-là, donc c'est assez clé hein, de voir cette différence entre l'Europe et les USA qui sont bien illustrées par ces situations du marché de l'emploi. Donc on voit que ce que vont faire ou peuvent faire donc les banques centrales, hein, mais les banques centrales, elles agissent sur les réserves, les interventions qu'elles ont faites telles qu'on les connaît, et sur leur taux directeur. Maintenant, au niveau du marché obligataire, où là, le marché, lui, fait les anticipations à plusieurs années, notamment à 10 ans, on a vu beaucoup d'évolutions ces dernières semaines au niveau du marché obligataire et des taux d'intérêt. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est vrai que l'inflation pour le marché obligataire, c'est un peu l'ennemi absolu. Donc, c'est vrai que dans le contexte de désinflation de ces dernières années, on a un peu oublié ça. Mais pourquoi c'est un peu l'ennemi? C'est parce que tout simplement, l'inflation, elle rogne le pouvoir d'achat des versements futurs que l'on Ouais, va encaisser lorsqu'on détient une les obligation. 3% que je souhaite toucher dans 3 ans, ils Voilà. valent moins si les prix montent maintenant. Exactement. Alors, ne serait-ce que on investit aujourd'hui 100 francs dans une obligation, le remboursement qu'on touchera dans 10 ans, ça restera 100 francs, qu'il y ait Ouais, de l'inflation ou pas. Donc, ces 100 francs aujourd'hui nous permettent de faire le plein d'essence,
si le pétrole continue de monter, peut-être que les 100 francs, lorsque on les recevra en retour, en remboursement dans 10 ans, eh bien, ça ne permettra même pas de remplir la moitié Ouais. de l'essence de notre En voiture. théorie, hein, parce que tu En m'inquiètes un théorie. peu, hein. En théorie, En voilà. C'est théorie. pour illustrer. Peut-être qu'il n'y aura plus de voitures à essence d'ici là, mais Peut-être. c'est pour illustrer à quel point c'est un ennemi du marché obligataire. Donc c'est vrai que forcément, le marché obligataire, en tout temps, il a eu plutôt tendance à compenser Mhm. les gens de l'inflation qui est mesurée ou qui est anticipée par les investisseurs. Et on le voit assez bien sur ce graphique, on l'a montré régulièrement en ciblant notamment cet écart qui s'était créé entre le rendement servi, offert par le marché obligataire Oui. et les attentes inflationnistes pour les prochaines années. Mhm. Et on voit que les attentes inflationnistes, ici c'est l'exemple américain, les attentes inflationnistes pour les prochaines années, le marché anticipe qu'on ne restera pas à 8% d'inflation, Oui. et il a tout à fait raison. À un moment donné, l'inflation va se tasser, mais le marché anticipe que pour les 10 prochaines années, l'inflation sera en moyenne de l'ordre de 3% par an. Oui. On voit qu'en début d'année, on était très loin de ces 3% par an au niveau du rendement obligataire. On Oui. était aux alentours de 2%. On a comblé une partie de ce gap. Euh, et donc, on a des obligations qui ont tendance à mieux couvrir les investisseurs de ce risque inflationniste, mais on constate qu'il y a encore un certain retard Mhm. et on part de l'idée effectivement que sans que les rendements continuent de monter aussi fortement, c'est vrai qu'il y a eu une tension assez forte sur les rendements ces dernières semaines, mais on pense que les rendements obligataires, d'ici probablement fin de l'année prochaine, auront quasiment comblé ce retard. On aura un marché obligataire qui aura tendance à couvrir le risque inflationniste auquel s'exposent les investisseurs obligataires. Donc, ça veut dire que potentiellement, on pourrait avoir des rendements aux États-Unis, Ouais. hein, beaucoup moins haut en Europe et en Suisse, bien entendu, Mhm. Mhm. mais aux États-Unis, on pourrait avoir des rendements qui pourraient frôler les 3% d'ici quelques mois. Donc, sur l'obligation à long terme. Sur les obligations à long terme, D'accord. les obligations à 10 ans. Alors forcément, c'est un grand changement par rapport au contexte auquel on a été habitué ces dernières années. Je reste sur le marché américain parce que c'est quasiment là où on a la tendance la plus claire, la plus notable, où les taux à 10 ans sur les 40 dernières années n'ont fait qu'une chose, baisser. Ouais. Baisser parce que ça accompagnait un mouvement, on l'a mentionné, Mhm. de désinflation où l'inflation ne faisait que baisser. Donc forcément, là, on constate que ce canal baissier, il est un petit peu à risque. On est dans une phase de remontée des taux et potentiellement, on est en train de sortir de ce long canal baissier sur les rendements qui était en fait un grand bull market sur les obligations. Donc un contexte qui se détériore quand même au niveau des obligations, on l'a vu sur le graphique Mhm. précédent, Mhm. qui potentiellement, c'est vrai que si on sort de ce graphique, pourrait avoir temporairement en tout cas une hausse des taux qui a tendance à s'accélérer sur le court terme. Nous, on n'envisage pas que tout le chemin parcouru à la baisse ces 40 dernières années, qu'on le refasse dans l'autre sens à la hausse sur 40 ans. Nous, on pense que on va s'installer dans un niveau de rendement aux alentours de 3% avec un intervalle de plus ou moins 1%, donc en gros entre 2 et 4%, et pas forcément repartir fortement à la hausse. Qu'est-ce qui nous fait penser qu'on ne peut pas retourner au niveau de 7, 8 ou 10% de rendement que l'on Ouais. avait sur les obligations américaines il y a de cela 40 ans? Tout simplement parce que la situation de l'inflation, probablement, c'est un dérapage qui ne va pas durer sur de nombreuses années. Ok. Et deuxièmement, on a un endettement qui est beaucoup plus important qu'à l'époque. Donc, on a un niveau moyen d'endettement dans l'économie mondiale au niveau des gouvernements, au niveau des sociétés, au niveau des ménages, plus important qu'il y a 40 ans. Donc, ceci fait que les remontées de taux d'intérêt, de manière mécanique, auront tendance à ralentir l'économie et donc, par conséquent, de mettre un frein au dérapage de l'inflation. D'accord. Donc, dans ce contexte, les obligations qui effectivement ont connu un bull market, comme tu l'as dit, hein, taux d'intérêt qui monte, taux directeur qui monte, veut dire baisse du prix des obligations donc déjà émises.
Alors, ça veut dire que les obligations, c'est pas la the place to be en bon français dans les années qui viennent. On est dans un contexte particulier aussi, comme on l'a dit, au niveau du reste de l'économie mondiale. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est le bon moment maintenant pour être dans les actions? Au niveau des bourses mondiales, où est-ce qu'on en est? Alors, pour rappel, je pense que c'est important, lors du premier webinaire de l'année, on avait déjà dit que la visibilité à court terme sur les bourses se détériorait un petit peu Mhm. parce que les bourses, traditionnellement, au moment où on assiste à ce changement de cap monétaire au niveau des banques centrales, ça occasionne une certaine volatilité. On y reviendra tout à l'heure pour expliquer ça sur un graphique. Donc, c'est vrai que depuis le dernier webinaire, forcément, les choses ne se sont pas forcément améliorées. Donc, Non, on a ce effectivement. changement de cap monétaire qui est acté, on a l'inflation qui reste un problème, et puis vient s'ajouter là-dessus des risques géopolitiques qui ont augmenté. Donc, forcément, c'est quelque chose qui entretient plutôt ces incertitudes et ce manque de visibilité à court terme sur les bourses. Il faut quand même remarquer que ce problème d'inflation, c'est pas forcément un risque immédiat. Étonnamment, autant Ouais. c'est un ennemi pour les investissements obligataires, Mhm. autant pour les bourses, en tout cas dans un premier temps, l'inflation est plutôt bienvenue, surtout si l'économie va bien, parce qu'on constate que l'inflation, eh bien, lorsque l'économie va bien, ça veut dire que les entreprises ont des affaires qui sont florissantes et Ouais. surtout qu'elles arrivent à répercuter la hausse des coûts sur le consommateur final. Donc, on le voit sur le graphique de gauche, en fait, euh, les résultats des entreprises, les chiffres d'affaires des entreprises ont tendance à dépendre beaucoup plus du PIB nominal qui intègre l'inflation que Mhm. du PIB réel. Donc, le PIB nominal, parce que l'inflation est élevée aujourd'hui aux États-Unis, eh bien, il a une croissance vraiment à deux chiffres, Mhm. donc aux alentours de 10%, voire même au-delà. Et on constate que les revenus des entreprises, tout simplement parce qu'elles arrivent effectivement à répercuter les hausses de coûts sur le consommateur final, eh bien, les revenus des entreprises ont des progressions qui restent assez fortes. Donc, ça s'exprime sur l'échelle de droite. On constate que Mhm. les revenus des entreprises aujourd'hui ont des croissances de l'ordre de 15%, donc, donc des croissances importantes. Et puis, on voit que sur le graphique de droite, là, c'est le lien entre l'inflation et les bénéfices des entreprises. Et on voit même que, pour l'instant, l'inflation n'a pas renié les marges. Donc, les entreprises, elles ont vraiment été en mesure de protéger leurs marges en répercutant les coûts sur le consommateur final. D'accord. Donc, les entreprises, pour l'instant, on va dire qu'elles traversent relativement bien cette période d'inflation élevée qui Mhm. est encore alimentée par cette guerre en Ukraine. Tout ceci conduit au fait que, alors que les bénéfices des entreprises, les résultats des entreprises ont eu tendance à progresser ces derniers mois, Ouais. malgré la crise ukrainienne, Ouais. malgré l'inflation, dans un contexte où les bourses n'ont pas fait grand-chose depuis le début de l'année, voire même ont baissé, même si elles se sont bien redressées dernièrement, eh bien, les valorisations des bourses sont à des niveaux plus acceptables, on va dire. Elles étaient relativement élevées il y a un an, elles étaient encore assez élevées en début d'année, et puis elles sont Ok. plus basses. Donc le fameux rapport cours-bénéfice, Mhm. combien on paye d'années de bénéfices pour acheter la bourse américaine ici, eh bien, donc on était à 21 années de bénéfices, là on est à 19, c'est des niveaux beaucoup plus acceptables de valorisation. Néanmoins, ces valorisations, aux États-Unis, ça reste quasiment le marché le plus cher. Ouais. euh, du fait de l'éloignement par rapport à la zone de conflit qu'on a mentionné, mais par nature, c'est sur les derniers mois, sur les dernières années, on a toujours eu un marché américain plus cher que les autres. Mhm. Ces valorisations, elles sont d'autant plus intéressantes sur d'autres marchés, notamment en Europe. Donc aujourd'hui, les valorisations européennes sont plutôt à 12 ou 13 années de bénéfices, donc nettement plus raisonnables, D'accord. nettement moins chères. Alors forcément, il y a le conflit, mais on peut imaginer que si on va vers une désescalade, si on va vers un cessez-le-feu, eh Mhm. bien, le rebond de soulagement qui sera perceptible sur les bourses à ce moment-là, eh bien, ça donnera un élan et se matérialisera de manière beaucoup plus importante sur les actions européennes qui sont aujourd'hui à des valorisations extrêmement faibles. Et puis, donc, la situation en Suisse, Ouais, du coup.
situation en Suisse est assez favorable. On mentionnait la résilience de D'accord. l'économie suisse. On a un peu la même situation au niveau des entreprises. Là aussi, on a des entreprises qui arrivent à maintenir leur capacité bénéficiaire. Donc les revenus, c'est le graphique de droite. On Mhm. constate que les prévisions de croissance des revenus sur les 3 prochaines années ne sont quasiment pas du tout affectées par l'éclatement de cette guerre. Mhm. Au niveau des bénéfices des entreprises, on note éventuellement un petit tassement des attentes bénéficiaires pour cette année. Donc, le troisième trait bleu du graphique de gauche en commençant par le haut. Mais on constate que ça reste quand même des progressions de bénéfices par rapport à 2021 et puis des bénéfices qui devraient continuer à croître les 2 prochaines années si on part de l'hypothèse, bien entendu, qu'on a une issue diplomatique à ce conflit. Bien sûr. Alors, bien entendu, donc passer ces, 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 euh, ces, euh, ces incertitudes à court terme, engendrées par le changement de cap monétaire, engendrées également par la guerre, et en tablant effectivement sur ce scénario probable, favorable d'un cessez-le-feu en Ukraine, on revient un petit peu sur le scénario du cycle boursier. On a déjà montré ce graphique dans un webinaire précédent, mais je vais le détailler encore. En gros, le cycle boursier se décompose en différentes phases. Et Mhm. ces phases sont assez bien calquées sur certaines phases du cycle économique. Donc, ça semble assez évident que la bonne tenue des bourses est assez liée à la bonne tenue de l'économie. En D'accord. fait, donc ce cycle économique et ce cycle boursier peut se décomposer en quatre phases. Première phase, que l'on appelle la phase de désespoir, c'est lorsqu'on a une récession. Donc là, qui dit récession, dit également contraction des bénéfices des entreprises. Donc Oui. c'est une mauvaise période pour détenir des actions parce que généralement, c'est une période durant laquelle les bourses baissent. C'est ce qu'on a mesuré au début de l'éclatement de la crise sanitaire Mhm. en 2020. Après, il y a une phase d'espoir. Donc, la phase d'espoir, c'est on anticipe le retour de la croissance économique et donc une période où les entreprises vont profiter de ce retour de la croissance économique et vont avoir des bénéfices qui vont croître. Donc, cette phase de retour d'espoir, généralement, c'est une phase très positive pour la bourse. On est entré il y a de cela 6 ou 9 mois dans cette phase qu'on appelle croissance, où Ouais. effectivement la croissance économique se matérialise, mais comme elle se matérialise de manière assez forte, ça occasionne un changement de cap au niveau monétaire, un retour de l'inflation, etc. Ouais. Ce qu'on en a assez bien détaillé jusqu'à présent. Mhm. Et généralement, c'est une phase plus difficile pour les bourses. Donc, c'est toujours une période où les performances boursières restent positives, mais c'est des performances beaucoup plus volatiles et on constate que les rendements sont moindres par rapport à la phase d'espoir. Et le cycle économique, souvent, termine dans une phase d'enthousiasme, Ouais. d'optimisme, Ouais. où effectivement, on est plutôt en fin de cycle économique, mais globalement, l'économie est porteuse, les investisseurs ont repris confiance, et généralement, ça occasionne de très belles performances sur les bourses. Alors, généralement, le cycle boursier se termine par cette phase d'optimisme. Ouais. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Donc, où est-ce qu'on se situe à l'heure actuelle? Nous, on a le sentiment qu'avec ce qui se produit sur l'inflation, sur des banques centrales qui vont être beaucoup plus restrictives, beaucoup plus agressives sur les prochains mois, Ouais. on a l'impression qu'il y a de fortes chances que le cycle boursier, le cycle économique va être raccourci par rapport à ce qu'on pouvait attendre il y a une année ou il y a 18 mois. D'accord. Euh, Tout simplement, effectivement, parce que ce changement de cap pour juguler l'inflation peut être relativement fort. Donc cette période qui en moyenne dure 49 mois, on a l'impression qu'elle va être beaucoup plus courte. C'est pas exclu pourtant qu'on finisse effectivement dans cette phase d'optimisme. Donc tout ceci pour dire que passer cette période de volatilité, la guerre peut entretenir cette volatilité Ouais. sur les bourses, il y a encore la possibilité d'avoir de belles performances sur les bourses, notamment si les banques centrales arrivent à juguler l'inflation et elles Mhm. arrivent
à réussir ce qu'elle souhaite faire le plus souvent, à Ouais. savoir réussir un atterrissage en douceur. Et Mhm. si en plus on a une désescalade militaire, c'est sans doute quelque chose qui nous redonne des perspectives de fin de cycle boursier, même si ce cycle boursier risque d'être plus court. C'est ce que l'on pense en raison justement de ce changement de cap assez net au niveau des politiques monétaires. Merci beaucoup, Daniel. Donc, je rappelle, hein, il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées, que vous pouvez poser vos questions avec le petit point d'interrogation par le chat anonymement. Donc, on a vu la macroéconomie, on a vu les obligations, on a vu les actions. Un mot quand même maintenant sur les devises. Tu as mentionné déjà l'euro suisse. En étant en monnaie de référence franc-suisse, justement, hein, quel est le cas de la majorité de nos clients et de ceux qui nous suivent maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce contexte et à quoi est-ce qu'il faut faire attention? Alors, c'est vrai que les décisions de sortir du franc suisse pour un investisseur suisse qui raisonne en franc suisse, c'est probablement la décision la plus difficile à prendre parce Mhm. que nous avons la chance ou parfois la malchance d'avoir un franc suisse qui est sur la durée quasiment une des monnaies les plus fortes au monde. Ouais. Donc, prendre la décision de sortir du franc suisse, c'est s'exposer à des retombées douloureuses et éventuellement à des déceptions, parce que potentiellement on peut euh, souffrir de l'appréciation durable du franc suisse. Et cette appréciation, il nous semble qu'elle va se prolonger. On devrait assister encore ces prochaines années à un franc suisse qui reste relativement fort. Rapidement, on le voit ici. Donc, l'euro franc suisse, comparé à la taille du bilan de la BNS, Ouais. on voit qu'il y a un lien assez étroit Mhm. entre 2015 et 2018. Et depuis 2019, ce lien, il s'est un peu cassé. À savoir que les efforts de la Banque nationale suisse pour éviter que le franc suisse s'apprécie et que l'euro se déprécie, ils n'ont pas été suivis d'énormément d'effets. Le bilan de la BNS a continué de croître, mais pourtant l'euro contre le franc suisse a eu tendance à se déprécier. Ouais. Et c'est sans doute ce qui nous attend encore ces prochaines années. On ne peut pas écarter que l'euro rebondisse contre le franc suisse au moment où il y a une désescalade militaire, mais le franc suisse s'empare de l'idée que c'est une monnaie qui va rester forte sur la durée. Alors forcément, D'accord. quelles sont les opportunités que l'on a aujourd'hui? Mhm. C'est beaucoup du côté des monnaies qui sont associées à des matières premières. Donc, c'est vrai que ces sanctions à l'égard de la Russie, euh, elles amènent pas mal de pays, pas mal d'importateurs à se tourner vers des solutions alternatives. Or, l'Australie, c'est quasiment le, 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 le pays matière première par excellence, à savoir que c'est un pays qui produit énormément de ressources naturelles, que ce soit au niveau des métaux industriels, que ce soit au niveau des métaux précieux, que ce soit également au niveau des produits énergétiques et également de denrées alimentaires. Donc, on constate que sur ce graphique, après une période un peu difficile hein, durant l'année 2021 face au dollar US, on constate qu'on est en train de sortir de ce canal, d'accompagner à la hausse le prix des matières premières. Ouais. C'est une monnaie qui d'après nous, fait du sens dans les portefeuilles, notamment obligataires, parce qu'elle offre des niveaux de rendement Mhm. nettement plus élevés que la plupart des pays développés. Il y a d'autres monnaies communs, on va dire, associés, liés aux matières premières Ouais. qui font du sens également. On a souvent parlé par le passé de la couronne norvégienne. Mhm. C'est également une monnaie qui devrait être bien orientée. On a parlé monnaie, on va parler maintenant de l'or, hein. On en parle à chaque fois. Alors l'or, comme je disais tout à l'heure, elle, inversement aux actions, hein, elle a fait un top à plus 12%, et on est environ maintenant à plus 6%. Donc dans la durée, qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de l'or dans un contexte, comme tu dis, qui est notre scénario de base, donc de désescalation du conflit à terme, d'un atterrissage en douceur bien géré par les banques centrales? Comment l'or va se comporter dans ce contexte? Alors c'est vrai que l'or, en principe, dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, ce n'est pas forcément l'investissement préféré. Tout Mhm. simplement parce que, contrairement aux obligations, contrairement aux actions, l'or ne paye ni dividendes ni intérêts. Donc, Mhm. effectivement, c'est de l'argent, on va Qui dire, dort? investi, qui dort, qui n'est pas productif. Donc, ce contexte dans lequel on est installé, de remontée des taux d'intérêt,
en principe, n'est pas très favorable au comportement du métal jaune. Néanmoins, c'est vrai que cette crise ukrainienne, elle a des conséquences qui peuvent s'inscrire sur la durée, notamment au niveau des monnaies et également au niveau de l'or. Une décision importante qui a été prise dans le cadre de ce conflit, c'est le gel des réserves de la Banque centrale russe par les Occidentaux, donc le gel des avoirs en dollars et en euros. Donc forcément, ça c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences sur le long terme. On peut imaginer qu'aujourd'hui, tous les pays qui sont pas alignés, peu ou pas démocratiques, donc peu ou pas alignés sur les pays occidentaux, les Ouais, grandes démocraties, peu ou pas démocratiques, peuvent voir cette action, cette décision sur les réserves de la Banque centrale russe comme une menace potentielle sur le long terme à l'égard de leurs réserves si ces pays venaient à se retrouver dans une situation de tension à mhm. l'égard des pays occidentaux. Donc on peut partir de l'idée qu'il y aura une volonté de la part de ces banques centrales non alignées, de pays non alignés, vers une plus grande volonté de diversification en dehors du dollar, en dehors de l'euro, vers D'accord. des monnaies peut-être un peu moins importantes et sans doute aussi sur le métal jaune Ouais. qui a déjà commencé à augmenter en termes de poids au Mhm, niveau mhm. des réserves de banque centrale ces dernières années et c'est sans doute pas terminé. Donc tout ceci pour dire que le contexte se prêtait plutôt à une situation de recul des prix de l'or. Ça, c'est sans doute une décision qui a été prise par les pays occidentaux qui change la donne et qui peut éventuellement soutenir le prix de l'or sur les prochaines années. Merci beaucoup, Daniel. Donc, si je devais résumer en un mot finalement, hein, l'allocation de portefeuille à avoir, ce serait diversifié. Rien de nouveau ni de particulier là-dedans, mais est-ce que tu peux nous détailler cette allocation diversifiée? Comment est-ce que tu la diversifies aujourd'hui? Alors, je pense que ce qu'il faut mentionner, c'est que, alors déjà, préalablement, parce que la grille d'investissement que l'on montre d'habitude, c'est une grille pondérée, donc balancée. Là, on trouvait plus intéressant de montrer les deux grilles aux extrêmes Ouais. de nos profils d'investissement, parce que c'est là où on a le plus agi, surtout au niveau des monnaies. Ce qu'il faut éventuellement préciser, c'est que au niveau de la part action, on a eu tendance, depuis l'éclatement de la crise ukrainienne, à neutraliser le poids des actions dans nos grilles. Ça ne veut pas dire de les réduire drastiquement, Mhm. mais par rapport au poids neutre que l'on estime être aux alentours de 40%. Donc, à aujourd'hui, on est à 39% d'actions et probablement qu'on va rester à ce poids en attendant d'avoir une meilleure visibilité, notamment sur ce qui va se passer au niveau de la crise ukrainienne. Mais par contre, on a gardé des liquidités pour saisir des opportunités au cas Ouais. où on a une rechute de la bourse ou éventuellement, dès le moment où on aura une désescalade et un cessez-le-feu durable en Ukraine. Par contre, c'est vrai que je parlais des actions que l'on a prises au niveau des monnaies. C'est probablement là où on a été le plus actif. On a renforcé le dollar australien dans nos grilles d'investissement, donc en prenant des obligations australiennes. Alors ici, ça figure dans la catégorie Asie ex-Japon. En fait, chez nous, c'est Asie-Pacifique ex-Japon, Ouais. raison pour laquelle l'Australie est classée dans cette catégorie. Et puis, pour certains profils, on avait une détention de yens qui était encore trop importante. Le yen, ça a été la monnaie la plus faible ces derniers mois et il y a de grandes chances qu'elle reste la monnaie la plus faible ces prochains mois, tout simplement parce que, alors que toutes les grandes banques centrales sont en train de monter les taux, la banque centrale japonaise n'a pas l'intention de monter ses taux, a D'accord. l'intention de garder des taux extrêmement bas, négatifs, légèrement négatifs, et ça, c'est quelque chose qui peut pénaliser encore le yen. Un dernier mot, c'est vrai que les placements alternatifs et les matières premières ont servi de coussin dans la volatilité récente des bourses. C'est quelque chose que l'on apprécie, donc on garde un poids relativement important, une diversification importante sur ces deux catégories, donc les placements alternatifs et les matières premières.
Merci beaucoup, Daniel. Donc, on arrive au bout de l'heure qui était prévue pour ce webinaire. Il y avait énormément de choses à dire dans le contexte particulier qu'on a vécu depuis le début de l'année. Peut-être en une minute quand même, une dernière question, sachant qu'une bonne partie des questions qui ont été posées, ben, on a pu y répondre dans le cours de la présentation. Une question que je trouve intéressante, c'est cette remontée des taux en Europe notamment, par rapport à la situation qu'on connaît au niveau de l'économie européenne. Est-ce que ça pourrait amener une nouvelle crise de la dette en Union européenne? Alors, c'est vrai que c'est un scénario qu'on ne peut pas exclure. Euh, il faut rappeler que sur les derniers épisodes de crise de la dette, on a souvent eu la Banque centrale européenne Mhm. qui est venue Comme un pompier. s'assurer comme un pompier. Donc, au moment de la fameuse annonce de Mario Draghi, Mhm. il y a de cela quelques années, en pleine crise grecque, la Banque centrale européenne ferait whatever it takes, donc le nécessaire Ouais, pour ouais, ouais. éviter que la situation s'enflamme. Donc, on sait que la Banque centrale européenne est plutôt en train de se désengager. Donc, on peut imaginer que les pays les plus endettés verront une certaine augmentation de leur prime de risque par rapport à l'Allemagne. Euh, mais c'est sans doute un phénomène qui ne va pas éclater comme une nouvelle crise Ouais. de manière rapide. C'est probablement quelque chose que nous imaginons sur la durée. Mais c'est vrai que le quoi qu'il en coûte, le fait que les déficits restent, pour l'instant en tout cas, relativement importants, c'est quelque chose qui fait planer cette menace sur la durée. Peut-être que d'ici quelques années, on pourrait effectivement voir certains pays qui seront, en guillemets, attaqués par les marchés obligataires, ou plutôt des investisseurs qui se détourneraient de la dette de certains pays dont les finances n'auront pas été assainies avec le retour de la croissance économique. Donc ça, c'est effectivement une menace qui plane, même si ce n'est pas quelque chose qui devrait se matérialiser sur le court terme. Merci beaucoup, Daniel. On arrive au bout de l'heure qui était prévue, hein, même s'il y a effectivement différentes questions. C'est difficile, même en une heure, de toucher tous les sujets qu'on pourrait avoir. On peut aller sur chacun des éléments qu'on a là sous les yeux, on pourra aller dans le détail. Donc, nous restons bien sûr à votre disposition hein, pour répondre aux questions que vous auriez auxquelles on n'a pas répondu ici, pour aborder l'un ou l'autre des sujets que vous souhaiteriez aborder. Ben, pour ma part, il me reste à te remercier, Daniel. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci Ali. Avec plaisir. Et puis, ben, merci à toutes et à tous pour votre participation. Et puis, je vous souhaite à tous une belle journée. Merci beaucoup.